Nous voici dans la rubrique Ça se discute. Merci d'être en notre compagnie. Julio Tometi, juriste, bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir au plateau et à tous nos téléspectateurs et tous qui nous suivent. Iris Begon, journaliste, bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir aux amis sur le plateau et bonsoir aux amis téléspectateurs. Et Théodule Moussa. Oui, rebonsoir. Bonsoir. 3033,337 milliards de francs CFA, ainsi est estimé le budget général de l'État gestion 2023. La loi de finances de l'année à venir a été adoptée ce jour 1er décembre 2022 par les députés de la 8e législature en présence du ministre Romuald Wardani, ce dernier qui est intervenu bien évidemment lors du débat général. Le dit budget, selon les indicateurs, vise à poursuivre et accélérer le haussement social et est axé sur le développement durable. Vous avez, Iris, lu le document qui est quand même sorti et qui porte sur ce budget. Oui, ce budget est effectivement un budget qui prend en compte, un budget qui est hautement social. Parce que quand vous voyez les initiatives, les dépenses et en recettes et le hautement social, le temps prôné par le gouvernement de Patrice Talon, qui l'a annoncé déjà aux premières heures de son investiture, on sent que dans ce budget, il y a des efforts qui sont faits. Nous constatons de nouvelles initiatives sociales et un renforcement des allocations budgétaires. Parlant des actions concrètes, on voit que c'est en lien avec les objectifs du développement durable. Lorsque nous prenons l'éducation, pour l'éducation, il est dit qu'il y aura une extension de l'exonération pour la scolarité des filles du second cycle. Vous savez que déjà, notre pays, pour le cours primaire, c'est déjà la scolarité est gratuite. Pour le premier cycle, pour les filles sont exonérées. Maintenant, on va l'étendre pour les filles du second cycle. La seconde, la première et la classe de terminale. Aussi, parlant de l'éducation, il y a une innovation de taille qui a retenu mon attention, c'est les programmes d'alphabétisation. Il est dit qu'il y aura un accompagnement pour ces adultes parce que les programmes d'alphabétisation sont des renforcements de compétences de base, d'écriture pour les adultes. Donc, il y aura un programme qui sera concocté spécialement pour cette couche-là. Parlant aussi de l'énergie. En 2023, le gouvernement va veiller à ce que la qualité de l'énergie que nous consommons soit améliorée. Et parlant de l'eau, dès l'arrivée de ce régime en 2016, la couverture en eau potable était à 42%. Le ministre Wardani vient de dire qu'en 2022, on a atteint les 72%. 72% de Béninois ont l'eau potable dans leur maison. Ce serait renforcé en 2023. Cette couverture sera renforcée dans les campagnes et dans les villages. Pour l'autre programme tant apprécié par les Béninois, c'est le programme de cantine scolaire. Vous savez, pour cette législature, 8e législature, c'était pour la première expérience 400 000 apprenants qui étaient écoliers, qui étaient impactés directement par ce programme. Maintenant, en 2022, le ministre l'a dit, c'est 1 million d'apprenants qui seront impactés. Ce programme sera encore renforcé en 2023. Donc, ce sont autant d'initiatives, même pour le sport. Pour le sport, il y a eu beaucoup de programmes qui vont impacter les compétitions qui vont pour les détections de talent, pour que le Bénin soit effectivement un pays où on aspire vers le développement. Oui, Julio, Iris parlait déjà de certains aspects de ce budget-là. L'État compte quand même améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Oui, de ce que nous lisons, on se rend aisément compte que
45% du budget général de l'État exercice 2023, 45,6% seront des actions à sensibilité sociale. Donc, je dirais que le retour social tel qu'annoncé il y a de cela 1 an, peut-être que c'est à cette phase-là que nous allons commencer par voir un peu, parce qu'il faut dire, on n'en a pas vu comme on l'aurait espéré. On a vu le social, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu le retour. On n'a pas vu le retour social, parce qu'en fait, les mots ont un sens. Peut-être que c'est un on a vu le social. Les mots ont un sens. Et quand je parle en fait de ces actions prioritaires en faveur du social, ce qui me revient en esprit en même temps, en fait, c'est l'autre contrepartie. C'est-à-dire comment l'État fait pour mobiliser les ressources. Et en termes de mobilisation de ressources, je me demande est-ce que l'État est parvenu à identifier ou à diversifier en fait les pôles de ressources et qui, ne soient plus peut-être essentiellement fiscales. Je veux dire en fait est-ce que les mesures sociales telles que nous les avions, est-ce que ça sera renforcé ou bien il y aura un certain nombre d'allègements? Je ne pense pas, parce que de ce qui est dit, quand vous évoluez en recettes, en dépenses, c'est-à-dire en actions, comme le dit social développement, il faut toujours penser au revers. Je lis par exemple dans les différents, sur ce que nous avons pu, en attendant de voir en fait le document complet, 19% d'augmentation en matière en prévision de recettes. Donc, de ce qu'on avait mobilisé l'année dernière, et surtout, en s'imaginant que cette année, avec les élections législatives, avec la mobilisation des recettes fiscales tendant à se faire délivrer notamment le fameux quitus fiscal, donc en fait, les recettes doivent être d'une certaine façon disponibles. Non, pas disponibles. Au niveau du trésor de la comptabilité publique, les gens doivent être en train de se réjouir. Et l'année prochaine, on nous annonce une augmentation de 19%. C'est pourquoi je m'inquiète en me demandant, est-ce que d'autres pôles de recettes ont été identifiés pour que nous ne soyons pas quelque peu... Parce que moi, j'entends toujours dans le secteur que je suis et ce que l'on prône en matière d'entrepreneuriat, de développement des PME, des PME et PMI, en fait, un certain nombre d'accompagnements, d'allègements qui permettent quand même de tenir avec la conjoncture. Et donc, ça me traverse comme ça. C'est une crainte déjà. Oui, c'est une crainte. Parce que quand on se réjouit de toutes les mesures sociales, il faut également, en fait, en même temps, s'inquiéter du revers. Je ne dis pas qu'il y a matière forcément à s'inquiéter, mais en fait, c'est les interrogations qui me viennent comme ça. Théodule, oui, le gouvernement trouvera quand même un moyen pour ne pas peser, parce qu'on ne cherche pas une chose et en même temps son contraire, faire du bien à son peuple en pesant encore sur ce dernier. Le bien que nous faisons à notre peuple, ou le bien qu'un gouvernement comme le nôtre, dont le budget est essentiellement fiscal, le bien qu'on puisse faire, c'est d'abord notre contribution. La contribution de tout un chacun, c'est-à-dire en payant nos taxes, nos impôts, etc. Et c'est ça qui donne du souffle, qui donne de la matière, je dirais, la manœuvre au gouvernement de pouvoir agir, de pouvoir faire des projections, des programmations. C'est une question profonde que Julio s'est posée, et cette question, moi-même, je me la pose. Je me la suis posée quand j'ai vu les ministres faire le passé à l'Assemblée. Le balai à l'Assemblée nationale. Oui, présenter le budget. Je me suis dit, oui, certainement, puisque nous le savons, nous avons des régies sur lesquelles le gouvernement agit. Et là, je suis heureux aujourd'hui d'avoir lu dans les documents qu'il y a des réformes d'autres réformes qui sont engagées au niveau des impôts, de la douane, en tout cas les régies financières de notre pays. Moi, je me suis dit, ok, donc tout ceci ajouté à ce qu'on aurait engrangé autour de, en tout cas dans le pays, à travers tout ce qui est installé, les entreprises, les impôts, etc., on pourra venir à bout. Et moi, je dis, un budget à sensibilité sociale, oui, ce n'est que le début, parce que si nous observons un peu ce qui s'est passé en 2022, où la cherté, la situation était grave, jusqu'au point où le gouvernement était obligé de monter au créneau pour fixer des prix, faire le contrôle. Je dis, aujourd'hui,
c'est vrai, ça se ressent sur le marché qu'il y a quand même une certaine diminution de l'autre côté par rapport à certains prix de nos produits. Je crois que tout est encore possible. 2023 qui projette encore une augmentation, c'est-à-dire une revalorisation de notre PIB à 6,5%, c'est dire qu'il y a... Pas de PIB, de croissance. Pardon, merci, de croissance, exactement. De croissance à 6,5%, c'est dire que les signaux sont bons et puis qui permettront, parce que nous avons vu, nous avons suivi un peu l'évolution, la méthode de travail du gouvernement actuel dans la projection, le suivi, la rigueur et tout. Je crois que nous y viendrons, on viendra à bout de cela. Le volet social, oui, c'est l'autre bataille que le gouvernement est en train de mener pour que la population se sente concernée par rapport à cette prospérité partagée que tout le monde, même le dernier béninois, encore qu'il n'y a pas de dernier béninois, le béninois lambda puisse sentir les effets de ce volet social, le hautement social. Oui, on a commencé le social. Je crois que 2023, 2024, etc., nous amènera à toucher du doigt le hautement social qu'on espère. Oui, on revient à vous, Julio. Lorsqu'on fait un zoom sur les actions sectorielles pour 2023, on voit qu'il y a des innovations dans plusieurs secteurs quand même, que ce soit l'énergie, l'agriculture, même le côté social, pas social, santé, je voulais dire. Oui, il est prévu, par exemple, j'ai suivi personnellement le ministre Wada, il défend de cela, que dans la perspective 2026, c'est d'arriver à une couverture totale en matière d'électricité, c'est-à-dire tous les ménages au Bénin doivent être pourvus en fait de l'énergie électrique où que l'on soit. C'est vrai, à travers les nombreuses actions, nous avons vu aussi bien en fait l'électricité formelle que solaire, ou bien l'électrification en fait notamment des zones rurales, nous le voyons quotidiennement. Donc ça va se renforcer davantage, et donc c'est au bénéfice des Béninois. Et c'est en cela en fait quand on parle, je le dis souvent, quand on parle de hautement social, c'est vrai, ce que l'on voit prioritairement, c'est que, comme il est en train d'être annoncé, qu'on augmente, le salaire des fonctionnaires qui constituent en fait la classe moyenne, et donc de leur consommation, ça pourra réjaillir sur les autres. Mais en fait, le hautement social, c'est en même temps l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à la santé, et il est prévu en cette matière le renforcement du projet H. Et c'est peut-être même à partir de maintenant que ça va véritablement rentrer dans sa phase active. Et je l'ai toujours dit, on ne peut pas faire un projet comme ça sans avoir en fait des hôpitaux, d'accord, de normes internationales qui répondent en fait aux besoins en termes des différentes pathologies que l'on peut développer. Nous l'avons dit, c'est la dernière fois, ça se voit au niveau de tout le monde. L'hôpital de référence de Calavi, presque achevé à presque 75%, c'est ce qui a été dit. Ce qui est annoncé du côté de Iris prend du plaisir à vanter parce que c'est un peu dans sa zone. Les réformes tendant à renforcer la capacité de notre centre universitaire, le CNHU, à travers cette réforme qui consiste à mettre ensemble le CNHU et l'hôpital des armées, avec l'autorité de régulation du secteur de la santé et ce qui s'est passé. Donc, il y a une panoplie d'actions déjà, en fait, qui se fait sur presque tous les plans. Tu parlais tout à l'heure de l'éducation, parce que vraiment, il faut être courageux pour pouvoir tenir en fait les engagements, ce que l'on fait, et pouvoir étendre en fait cette mesure d'extension de la gratuité de la scolarité du primaire au secondaire, notamment pour les filles. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire souvent, lorsqu'on fait des exigences à l'État à travers le gouvernement, il faut laisser le soin aux gens de pouvoir réfléchir, de prendre les meilleures options possibles pour que lorsqu'on engage en fait une action,
on puisse le poursuivre et l'améliorer dans le temps. Sinon, autrement, c'est-à-dire on va se précipiter, prendre des mesures pour lesquelles on ne peut pas tenir. Et c'est un peu ce que je dis par rapport à cette question de révalorisation salariale. C'est vrai, nous espérons, nous aurons l'épilogue bientôt avec cette rencontre annoncée du chef de l'État avec les partenaires sociaux. Et donc, tout mis l'un mis dans l'autre. Beaucoup de choses aussi dans le secteur de l'agriculture, on le sait déjà, avec ce qui s'est passé. Si le Bénin a pu tenir, en fait, ces chiffres, c'est notamment grâce à l'accompagnement dont ceux qui sont dans le secteur ont bénéficié. Et le Bénin a été l'un des rares pays de la sous-région à pouvoir assurer cette disponibilité en matière d'intrants agricoles, en matière de pesticides, d'insecticides, pour que, en fait, les prévisions puissent être tenues. Et nous sommes dedans. Il faut dire que, de cette façon, j'ai l'impression que véritablement quelque chose se fait, que les gens réfléchissent quotidiennement pour nous offrir le meilleur qui soit, quelles que soient les contingences. Oui, abondant dans le même sens que Julio, il faut dire que parlant toujours de social, c'est vrai, nous avons salué ce projet qui a forcément métamorphosé l'aspect urbain de nos villes, le projet asphaltage qui va connaître une deuxième phase. Oui. Mais il faut mettre l'accent sur les efforts colossaux consentis par le gouvernement par rapport aux pistes de desserte rurale. Vous savez, il y a des localités où pour avoir accès, c'est la croix et la bannière. D'abord, le relief n'étant pas favorable, il est difficile de conduire des motos, des voitures pour pouvoir avoir accès à ces contrées et à ces villages. Or, c'est des zones qui sont des viviers, qui ont des potentialités agricoles. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Chaque année, le gouvernement construit plus de 7000 km de désert rural. Et ces campagnes, ces villes, ces produits sont écoulés, égrenés. Et le ministre a pris l'exemple de la Carité, où cette année, le Bénin a fait près de 200 000 tonnes. Le coton, on le sait déjà, les records sont tombés. Le Bénin est premier avec près de 600 000 tonnes. Dans l'espace UEMOA, parlant de production agricole, le Bénin tient son rang avec une deuxième place. C'est des efforts qui sont consentis par le gouvernement. Et en 2023, ces efforts seront renforcés dans ce budget. Parlant aussi des constructions de marchés. Vous avez vu à Cotonou, c'est tellement joli où les femmes sont tellement impatientes de pouvoir intégrer ces marchés. Le gouvernement dit qu'en 2023, qu'il va poursuivre la construction de ces marchés et 35 marchés. C'est dit dans le budget 35 marchés. Je ne sais pas encore dans les localités qui sont choisies. Bien sûr, Tofora déjà son marché. Et je pense que sur tout l'état du territoire, du nord au sud, les communes qui n'avaient pas ces marchés auront cette chance d'avoir et ils vont se sentir béninois. Et c'est en ça qu'on parle de prospérité partagée. Je lui ai parlé du renforcement de l'assurance pour le renforcement du capital humain. Ce serait encore renforcé pour le bien des démunis, des plus pauvres. Parce que quand tu tombes mal, quand tu es pauvre, quand tu n'as pas les moyens de se soigner, c'est vraiment difficile. Et l'État est en train de tenir son rôle. Théodule, des actions aussi sont prévues dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable. Oui, approvisionnement en eau potable, oui, parce que vous aurez constaté que il y a une agence qui a été créée exclusivement et des contrats ont été passés pour des entreprises dans le but de créer de grands forages qui permettront donc à ces villages d'avoir accès à l'eau, une cogestion entreprise, c'est-à-dire le partenariat public et privé qui a pris son envol et déjà ces travaux sont en cours. Vous aurez constaté aussi que même pour le branchement, les coûts sont réduits. Le branchement, les coûts sont carrément réduits. Autant d'efforts qui sont faits. Déjà, si on fait une projection, le ministre l'a dit, nous sommes à plus de 75% de taux de couverture.
et qui parle d'énergie, parle donc de l'eau. Vous le savez, on doit remarquer, parce que certains s'étonnent du fait que quand il y a coupure, pourquoi on n'a pas l'eau courante dans les pompes. Tout est lié, il faudrait qu'on le rappelle. Et c'est cet ensemble qui donne ce bon vivre que nous sentons. Oui, parce que c'est vrai, il y a quelques années, on déplorait le fait que dans certaines localités, les gens continuaient de boire l'eau des eaux stagnantes. Vous allez dans, je ne veux pas citer de nom de ces localités où c'était l'eau saillante que les populations buvaient au même moment que les bœufs, les animaux, et c'est dans cette même eau que les gens se baignaient. Les gens, ceux qui sont en train de dîner, m'excusent, les gens déféquaient aussi là-dedans, ou à côté, et tout ça constitue des nids des poches de maladies, des nids de maladies. Aujourd'hui, l'eau aille au dernier béninois, c'est-à-dire au très fond du Bénin. Même dans les zones géomorphologiquement difficiles d'accès, il y a l'eau aujourd'hui et les populations s'enregistrent. Je crois que ça, c'est l'effort de tous. C'est l'effort de tous, quand bien même, par moment, il y a ce sentiment, ce grogne qui, les gens, à un moment, on a l'habitude de murmurer, je ne veux pas dire grogner, mais murmurer, parce qu'on sent la douleur, ça c'est humain, c'est humain, mais quand on voit à côté les résultats, on s'en réjouit. Aujourd'hui, je donne l'exemple de ceux qui sont au fin fond de Kétou, à la lisière de Kétou là-bas, qui n'ont peut-être pas l'eau, mais aujourd'hui, ils vont dans leur village, ils ont l'eau. Il y en a qui ont construit leur bâtiment là, et puis ce sont des forages qu'ils ont installés. Mais l'eau de la Soneb, eau de la Naprométhère, non, c'est en fait l'agence, je ne veux pas dire n'importe quoi, l'agence qui est chargée de la promotion de l'eau dans les milieux ruraux, travaille à cela. Je crois que c'est formidable et nous sommes fiers d'être béninois, fiers de consentir ces efforts au quotidien. C'est à cela que nous devons nous inviter, quand bien même Julio doit être certainement d'accord avec moi. Parlant de l'eau potable, Julio. Non, moi j'ai toujours pris cette anecdote-là, bien sûr, cette image-là. Si à Cotonou, vous avez l'opportunité les matins, midi, soir, de vous laver avec une cinquantaine de litres d'eau, d'accord, de la Soneb, et que à 30 km, 50 km de vous, les gens peinent à trouver 1 litre d'eau pour leur consommation. C'est-à-dire ça doit faire réfléchir. Comment on peut être dans ce même état et qu'il y ait cette disparité truc-là. Donc, lorsqu'on travaille à équilibrer d'une certaine façon en fait, les pôles d'action sociale, ça ne peut que réjouir. Et donc, comme on peut le dire et comme on le sent si bien déjà, il n'est qu'à espérer que ces actions puissent continuer de plus belle, que les perspectives en termes de recettes soient atteintes pour que nous puissions avoir en fait ces actions en faveur du social comme annoncé. Donc, il faut dire que nous avons des visionnaires et espérons qu'ils soient davantage inspirés. Qu'ils soient, oui, quand vous prenez par exemple dans le domaine du sport, tout ce qui est projeté, c'est dire que Parakou aura un stade. Et ce n'est que justice. Ce n'est que justice parce que... C'est tellement emporté lorsqu'il s'agit... c'est de l'actualité sportive. Bien que c'est mon marigot. Oui, vous avez des espoirs et le gouvernement ira également dans ce sens. Oui, le docteur Théodule l'a dit. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui fait les choses méthodiquement. Parce que Parakou est pratiquement la 3e ville du pays, mais n'avait pas un digne du nom qui soit aux normes FIFA et de la CAF. Parakou ne pouvait pas recevoir un match international. Et quand le gouvernement dit qu'il va ériger un stade international, je pense que ce n'est que justice. Et Parakou aujourd'hui a un club phare. C'est le Buffles du Borgou qui a été champion à 6 reprises dans notre pays. Et ces joueurs jouent, c'est vrai, le gouvernement fait des efforts sur cette éthique, mais on peut l'améliorer. Pourquoi ne pas délocaliser certains matchs vers le nord? Parce que le nord, c'est en altitude et nos adversaires auront un peu
de problèmes à pouvoir jouer et on peut profiter pour les balles pour réaliser des n'oubliez pas que certains vivent aussi en altitude chez eux. Hein. Oui, c'est vrai. En matière de sport, oui. Oui, donc il y a beaucoup d'espoir, il y a des projections qui sont faites. Et nous croyons bien ajouter à ce qui est déjà réalisé la gestion de ces 22 stades et d'autres choses qui sont prévues sur le plan culturel, des arènes qui seront construites un peu partout, surtout dans les grandes villes où l'attractivité est remarquable. Je crois que c'est quand même... les perspectives sont très bonnes. Nous allons toujours solliciter, comme on le dit, l'enfant réclame toujours le meilleur chez son père. L'enfant n'est jamais satisfait. N'est jamais satisfait. Oui, nous savons que les dirigeants sont bien conscients, sont des sachants bien conscients de la situation et au fur et à mesure, les choses vont évoluer. Julio l'a dit tout à l'heure. Déjà, le mardi 6 décembre prochain donnera une nouvelle... Je dirais que ce serait une nouvelle ère, certainement, pour les Béninois, surtout les travailleurs de l'État qui, quoi qu'on dise, ceux du privé aussi, en ressentiront les retombées d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on dise. Il y a Iris qui sourit parce qu'il se demande est-ce que le privé va se conformer. Oui, la commission, ceux qui ont travaillé ont réfléchi à toutes ces questions et nous aurons les résultats le 6 décembre prochain. Et ça donnera, quoi qu'on dise, une nouvelle énergie à tout le monde. Oui, forcément. Et Derrick, il y a plusieurs AME qui suivent cette émission. Il y a une bonne nouvelle en perspective. Le ministre des Finances a dit, non pas il a dit, on peut lire entre les lignes, que avant la rencontre avec les partenaires, que les AME, leurs revendications est prise en compte, mais qu'ils vont discuter avec les partenaires sociaux. Cela augure forcément d'une bonne nouvelle. Et le 6 décembre, ça reste combien encore? Ça reste combien de jours? Parce que nous sommes combien d'heures nous allons dire? Combien d'heures? Nous sommes en train de 5 jours. Donc nous sommes câblés. Et pour revenir sur le sport, le Bénin en 2023 aura son boulodrome. On va accueillir le championnat du monde. Pour besoin maintenant d'aller à Paris, à Nantes pour jouer du pétanque. Et après Togbe à Tonkor, le Bénin aura son sanctuaire et on peut jouer, les gens peuvent venir jouer la pétanque. Julio, le Bénin fait bon vivre maintenant. En 2023, ce serait encore plus beau et c'est à mettre à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. Et vous interpelle sur ce jeu, est-ce que vous l'aimez déjà? Comme un comédien l'a dit lors de notre dernier débat là. Il vaut mieux essayer, c'est pas mieux de se concentrer sur le pétanque. On va dire au lieu de mettre les fonds au niveau du football. J'ai une dernière chose à ajouter lorsqu'on parle de budget. Et la question de mobilisation de ressources. On revient toujours à ce qui me concerne. Vous avez constaté que depuis 2 ans, on ne voit plus en fin d'année, les 2 derniers mois de l'année, les agents du Trésor se mettre dans la rue, sur les voies, pour arraisonner les véhicules qui n'auraient pas été payés le TVA. Depuis 2 années, l'année dernière et cette année, c'est souvent en fait dans les 3 derniers, le dernier trimestre. Et quand ça commence comme ça, c'est qu'on se dit, c'est parce que les recettes ou bien le Trésor n'a pas pu atteindre ses prévisions et donc on court en cette manière, avec cette brutalité-là. C'est ce qu'on dit aussi pour les policiers lorsqu'on les voit sur... Donc aujourd'hui, je me dis qu'il y a, peut-être si on ne voit plus ça, parce qu'il y a, avec la conjoncture, il y a beaucoup, en fait, qui, d'une certaine manière, ne paient pas leur TVM. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Donc je me dis, il y a une forme, comment dire, il y a une mobilisation intelligente, en fait, des recettes maintenant, qui fait que, en fait, on n'a plus cette brutalité que nous avions par le passé. Et parlant toujours de ça, en parlant d'inquiétude, je me dis, c'est peut-être aussi le moment, en fait, de rappeler à nos concitoyens quelles sont leurs obligations vis-à-vis de l'État. Parce que ce qui est sûr, pour moi, lorsqu'on a de ces perspectives, l'État doit travailler, c'est vrai, j'ai dit tantôt, pour identifier d'autres pôles, d'autres sources de revenus ou bien de recettes,
mais en même temps chercher à élargir l'assiette fiscale. Si moi j'avais l'habitude de payer mes impôts et que Iris n'en avait pas l'habitude, on doit trouver le mécanisme pour le faire payer. En fait, ce n'est pas création de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, mais c'est de faire en sorte que tous les citoyens puissent payer ce qu'ils doivent payer. Ce n'est que justice, ce n'est qu'une question d'équité, parce que nous bénéficions des mesures, en fait, quelle que soit la nature sociale, d'accord, au même plan. Comment dire, Iris est cité lorsqu'il parle de boulodrome, lorsqu'il parle de stade à Parakou, lorsqu'il parle de telle compétition ou de telle autre. Il doit être aussi motivé d'une certaine façon pour payer ses impôts et motiver les siens aussi à le faire. C'est aussi en fait ça, la citoyenneté. Oui, Iris, ils ont plus pris exemple sur vous, donc tout citoyen doit le faire. Surtout qu'il réclame, il a réclamé le marché de Topfort. Non, quand nous parlons du budget des réalisations, nous devons savoir que chacun, à son niveau, dans son couloir, a un rôle à jouer. Et Julio l'a rappelé, nous devons payer nos impôts. Ceux qui émargent au niveau du trésor public, il y a une pension qui est faite à la source. Chacun doit jouer son rôle pour que ces réalisations Est-ce que ce sont les activités libérales qui ne payent pas souvent? Vous qui êtes dans les activités libérales qui ne payent pas souvent. Bon, je laisse la parole au doyen. Oui, Théodule pour départager Iris et Julio sur le plateau. Il n'y a que le service des impôts pour juger les gens qui payent et qui ne payent pas. De toutes les façons, Julio l'a dit, c'est un aspect important de la chose, la mobilisation des ressources. Oui, nous avons de ces Cotonou se transforme, le Bénin se transforme, nos villes se transforment, c'est à partir de nos contributions. Un mécanisme pour que tous ceux qui ne payent pas les impôts, qui n'en avaient pas l'habitude, parce que c'est une question d'habitude. Et c'est depuis 2016 que ça rentre progressivement dans les habitudes de certaines personnes qui se voient obligées de le faire. Je crois que le gouvernement travaillera à ce que ça soit de fait, ça soit un réflexe, un mécanisme qui amènera les gens à aller payer leurs impôts. Je sais qu'au service des impôts, il y a toujours des négociations qui se font, toujours pourvu que vous respectiez votre engagement ou vos engagements. C'est de ça qu'il s'agit, parce que nous avons besoin de travailler pour construire le pays et faire ce dont on a besoin. C'est notre contribution, c'est l'argent de tous, ce sont nos moyens que nous déployons, nos énergies à tous les niveaux. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que ça rentre réellement dans la culture des Béninois, même si, comme ça se fait dans les autres pays. Je prends l'exemple des États-Unis, on me dira que c'est pas la même chose, mais il y a toujours est-il qu'on trouvera chez nous ce qui est adapté à notre réalité pour que les impôts soient payés sans que le contribuable ne soit contraint, ne le ressente véritablement, mais qu'il sache que oui, il a participé aux efforts de développement parce que tout ce qu'on est en train de réaliser, c'est d'autres qui ont payé les impôts et nous ne pouvons pas être à la charge des autres. Nous devons être à la charge de nous-mêmes, c'est-à-dire nous supporter mutuellement. Et c'est ainsi que nous passons au second sujet. Vous savez donc ce qu'il faut faire pour contribuer au développement de notre pays. Le second sujet, bien évidemment, il s'agit de la contractualisation pour la conduite de la mission de conception, construction, livraison et assemblage des statues TOFA, premier à Porto Novo et Toussaint Louverture à Alada, l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 30 novembre. 2022, on démarre par Iris. Toussaint Louverture, déjà, c'est non loin de Topfort, comme vous aimez bien le dire, et cette rénovation. Toussaint Louverture a connu Topfort. Oui, non loin de Topfort, il faut préciser. Qui fait qu'avec la commune de Topfort, il faut dire que le gouvernement est en train de corriger une certaine disparité. Quand vous érigez des statues qui sont aujourd'hui aux normes de grand standing, la statue de l'Amazone, de Bioguera, et quand on constate toujours qu'il y a des statues qui sont dépassées, dignes de l'époque du Paléolithique, parce que quand vous voyez ces statues comparées à celles qui sont réalisées à Cotonou, vous vous dites non. Vous voyez que c'est aujourd'hui que ça a été
construite à Cotonou. Oui, c'est justement de ça qu'il s'agit pour emprunter les mots du doyen Théodule. Le gouvernement veut réparer une injustice pour dire aux communautés que eux aussi, ils ont droit à avoir des témoins de l'histoire. Parce que les statuts constituent des sources muettes de l'histoire. Que ces statuts seront modernisés et vont répondre aux normes exigées actuellement. Quand vous prenez Tofa, et je prends d'abord tous ces ouvertures à l'ADA, même les Congolais, parce qu'il y a une forte représentativité des Congolais en Haïti, il y a eu un débat où les Congolais ont même réclamé la paternité de toutes ces ouvertures. Il a fallu le roi d'Alada, Paul Egbe, qui est allé en Haïti en 2004, pour restituer l'histoire. Parce que pour la nouvelle génération, Toussaint Louverture, c'est vrai, il a quitté l'Afrique, mais il ne savait pas concrètement de quoi retourne l'histoire. Toussaint Louverture, c'est le fils de Gaou Deguénon, qui est un prince, c'est la lignée royale d'Alada. Et lui-même, parce que Alada a joué un rôle prépondérant dans la traitance atlantique, où les négriers européens qui chargeaient leurs navires et accostaient au niveau de Ouida, quand ils sont venus, ils se sont habitués à des gens à Alada pour pouvoir renflouer le bateau, le navire. Donc, Deguénon va, je ne dis pas Deguénon va, Gaou Deguénon fait ami à des Blancs, et c'est comme ça, lui-même, il n'est pas esclave, parce qu'un prince ne peut pas être esclave. La hiérarchie sociale à l'ADA, il y a les princes, il y a les Kanoumono, qui sont les esclaves. Lui-même, il est allé en Haïti, et c'est son fils, et tous ces, Dominique, tous ces, l'ouverture, parce que il est après les gouverneurs, il est un grand guerrier. Lorsqu'il s'agit de décanter des situations, lorsqu'il s'agit de trouver des stratégies pour pouvoir gagner l'adversaire, il trouvait les ouvertures pour pouvoir gagner. Et ériger une statue aux normes internationales, c'est réparer l'histoire. C'est montrer à la nouvelle génération que, effectivement, toute cette ouverture est dahoméen, toute cette ouverture est béninois. Et la nouvelle génération qui viendra après nous aura un témoin vivant, une source qui prouve effectivement que toute cette ouverture est de notre lignée. Quand vous prenez Tofa, on ne va plus rappeler le rôle que Tofa a joué. Tofa qui est resté au trône de 1874 à 1908. En 1908, et a érigé un protectorat français pour pouvoir lutter contre le royaume de Dahomey. Vous le voyez à Porto-Novo, l'État actuel. Théodule connaît bien Porto-Novo, il est là, mais on peut l'améliorer. Si le gouvernement décide maintenant de faire une nouvelle statue de Tofa, forcément ce n'est que justice, et cela va drainer beaucoup de touristes. Même à Porto-Novo, même de l'extérieur, les gens viendront pour pouvoir contempler ces statues. Donc moi, je pense que c'est une justice qui est... C'est une réparation qui est faite. Oui, Julio, nous avons eu droit à beaucoup d'histoires sur le plateau. Vous allez dans le même sens qu'il s'agit d'une réparation quand même. Non, Eric est historien. Oui. Il a des... C'est géographe. Voilà. L'histoire et la géographie se retrouvent. Vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. Quelque peu, voilà. Non, il faut dire, je vois deux choses. En fait, la restauration de notre histoire et en équilibrant un peu la diversité. Parce que, rappelez-vous un peu l'engouement, aussi bien au plan interne qu'international, qu'a suscité les monuments à Godier de l'Amazone sur le boulevard de la Marina et comment on appelle à l'aéroport. Imaginez un peu, voyez un peu l'engouement que cela a suscité. Et déjà ça, j'avais déjà fait observer que on a travaillé à équilibrer en fait les deux pôles. C'est-à-dire le sud et le nord. Et en rentrant dans l'histoire, on se rend compte qu'au sud,
Mais ce n'est pas que, en fait, l'histoire des Amazones, ce n'est pas que l'histoire du Dahomey. Il y a son frère à côté, Rogbonu, qu'il ne faut, qu'on ne peut jamais, en aucun cas, détacher de l'histoire. Et donc, il faut restaurer également cette image de Tofa Ier. Parce que, en fait, ce que nous avons à Porte-Nouveau maintenant, ça nous rend plus fiers, en fait, de rentrer. En fait, c'est comme ce que nous avons, c'est comme un monument oublié. En fait, ça ne vous attire plus. Vous n'avez même plus l'impression qu'il y a quelque chose là. Sur près de 1000 mètres carrés, et on voit que, véritablement, on n'a jamais pensé faire quelque chose pour faire tout ça. Et dans le relevé du Conseil des ministres, j'ai pu noter, en fait, cela a un lien, en même temps, avec le musée. D'accord, quelque part qui sera qui est en train d'être envisagé. Et donc, quelque part au nord de cette place-là, donc, ça permettra en même temps de revenir, de restaurer en quelque sorte l'histoire de Rogbonu à travers Tofa Ier. Et nous ne pouvons pas, en parlant de notre histoire, on a vu un peu ce que nous sommes en train de faire à Ouida, et ça doit susciter des questionnements. Et vous ne pouvez pas faire ça à Ouida, sur la porte du Nord autour, et oublier, en fait, comment il s'appelle, je veux rappeler en fait le nom, François-Dominique Toussaint-Louverture. Vous ne pouvez pas ignorer en fait tout ce qu'il a fait. À un moment donné, je voyais ça, mais au fil du temps, plus personne ne savait plus qu'il y avait quelque chose là. C'était devenu un petit bar autour du monument. Non, c'est ça en fait. Vous ignorez carrément tous deux. En fait, ça va permettre de façon, comme je l'ai dit tantôt, de restaurer en fait notre histoire, parce que c'est essentiel pour nous faire revivre le passé, histoire de mieux envisager l'avenir. Et au plan international, ça va encore donner plus d'engouement, parce qu'il a été dit, surtout en matière par rapport à Toussaint Louverture, et cette question d'extranéité, la question se pose toujours, ce n'est pas encore résolu. Quand vous voyez le nom Dominique dedans, d'accord, ce n'est pas encore résolu. Est-ce que Toussaint Louverture est typiquement, est-ce que le Bénin peut s'arroger seul Toussaint Louverture? Donc ça reste. Et même ceux de la Guadeloupe. Oui, bien sûr. Donc ça constitue en même temps un atout pour nous. C'est-à-dire nous avons choisi aujourd'hui de le restaurer davantage. Donc forcément, en fait, ça aura des relents à l'extérieur. Les gens vont se déplacer de n'importe où pour venir revivre en fait l'histoire liée à l'esclavage, à la traite négrière à travers en fait ce monument-là. Et vous voyez un peu dans les perspectives ce qu'il est en train de faire. On se rend compte en fait que ce gouvernement ne fait rien pour rien. Tout, en fait, dans l'annonce, on a même prévu déjà même les tailles que chacun des monuments doit avoir. La place Tofa Ier, c'est 18 mètres. Plus 3 mètres de socle, ça fait 21 mètres, imaginez un peu. Imaginez un peu. Tout ce l'ouverture, c'est 3 mètres plus 2,70 mètres de socle, donc 5, donc là, vous avez vraiment, en fait, des monuments assez représentatifs. Peut-être que, je ne sais pas, on va commencer par oublier un peu l'Amazon. L'Amazon. Non, elle ne sera pas oubliée. Oui. Franchement, il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, en fait, quand vous voyez dans le plan, on travaille à équilibrer les choses. Parce que tous les Béninois se sentent véritablement être considérés, être pris en compte du nord au sud et de l'est à l'ouest. On ne pourra pas dire que ceux qui sont là ont omis un point de l'histoire ou bien ont omis une religion, ont priorisé une région à une autre, parce qu'on a tout le temps travaillé à nous rassurer que nous sommes un Bénin uni et que ces diversités-là ne sont que des diversités spatiales, mais au-delà de tout, nous restons le seul et unique Bénin. Avant de poursuivre et de donner la parole à Théodule, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent envoyer leur point de vue via le numéro qui s'affiche à leurs écrans. On parlait justement de téléspectateurs. Il y en a un qui, sur un de nos plateaux, disait qu'ils oublient Porto Novo dans ce qu'ils font. Mais là, c'est que le gouvernement prouve que c'est un pas après l'autre qu'il est en train de poser. Je crois que celui-là qui a dit qu'on semble oublier Porto Novo peut-être vient d'arriver. Et même s'il venait d'arriver au Bénin, il aurait constaté que Porto Novo n'est pas oublié, n'est pas véritablement oublié. Il y a de grands changements dans la ville capitale aujourd'hui et tout le monde, tous les Porto-Noviens sont fiers
de ce qui se fait aujourd'hui. Les Porto-Noviens d'abord, parce qu'ils sont les premiers concernés, puisqu'il y a quelques années, ils savent les difficultés qu'ils ont aujourd'hui. Et puis après, les Béninois, tout le monde, on est fiers. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter Porto-Novo sont fiers donc de ce qui se passe. Que le téléspectateur m'excuse de le dire ainsi. Moi, je dis, à la suite de tout ce qui a été dit par Iris et Julio, je crois que il est temps qu'on restaure l'histoire de notre pays à travers ces monuments. Ce qu'on avait fait, ces monuments, je parle de ce qui est fait à Lada, à un moment donné, certains disaient même que ce n'était pas la vraie image de Toussaint Louverture et que ce n'était pas la représentation même. Il y avait eu même une contestation. Bien, comme c'est l'histoire, c'est resté tel, et au fil du temps, on a presque oublié. C'est vrai que ça suscite. Il y a retour à la source de certains qui sont de l'autre côté de la Trinidad de Tobago, etc., les reculés au Brésil, en Haïti, qui veulent revenir à la source, leur ancêtre, voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que c'est. Je me souviens, un reportage dans le temps, il y en a qui ont contesté, c'est pour cela que j'en parle, l'image même, la photographie, en tout cas la représentation même. Je crois que le gouvernement aujourd'hui a enregistré toutes ces remarques-là et entré dans la nouvelle conception. Et donc, moi je dis, les têtes couronnées, les mairies, à commencer par la mairie d'Alada, et les autres, peut-être couronnés dans la rue de la... à ce que les enfants, la jeune génération, soient véritablement imprégnés, parce qu'il y en a de l'histoire. Ceux qui sont nés peut-être un peu avant ou après qu'on ait érigé la statue, se demandent Toussaint Louverture qui c'est. C'est pas un programme. Et c'est pas un programme, c'est méconnu. Et ça, moi je dis que c'est le travail de la municipalité, des autres municipalités environnantes, des têtes couronnées, à commencer par le roi. Ne donne pas des ordres au roi, mais c'est pas un ordre, mais c'est des orientations à la royauté, les têtes couronnées d'Alada, pour que cette histoire soit véritablement restaurée. Même chose du côté de Porto-Novo. Aujourd'hui, vous allez constater que même arrivé à Porto-Novo, tout ce qu'il y a eu comme... il y a je dirais, est-ce que c'est des cabanes? Je sais qu'il y a eu le restaurant Tofa Premier du feu Léopold à Bouton qui est là. Tout est en train d'être cassé pour laisser place à cette rénovation qui est en cours. Et tout était délabré déjà là. Oui, tout était... Non, tout était délabré. C'était devenu... J'ai envie de rentrer, de voir... De voir, c'était... Non, ça c'est clair parce que c'était devenu... Le temps a eu raison des installations. Des installations, puisqu'il y avait même la mairie de Porto-Novo qui avait l'une de ces annexes là. Je crois qu'aujourd'hui, tout est fait pour que ça redevienne, et les travaux ont commencé, ce que je veux dire, le déguerpissement de tout ce qu'il y a, au moins pour Porto-Novo, j'ai vu ça, le déguerpissement continue, et donc ce n'est que justice, redorer cette histoire-là, que Porto-Novo a la priorité, en ce qui concerne le Tofa Premier, qui est quand même une puissance, tout comme les autres rois du Bénin. C'est un bon choix, un choix judicieux, qui mérite d'être accompagné, et nous attendons de voir ajouter à ce qui sera érigé non loin la maison internationale de la culture qui sera transformée. Il y a la maison à Vincent qui n'est pas loin, il y a le palais royal aussi, le marché, etc. Ça fait un environnement assez touffu, culturel assez bien étoffé, qui permettra à Porto-Novo d'avoir cette visibilité touristique bien connue. Nous allons rapidement faire un tour de table pour finir sur les espoirs des uns et des autres, sur aussi bien le budget, parce que nous avons vu autant de projets, et également l'installation ou la rénovation de ces monuments. On commence par Iris. Oui, je vais chuter sur le deuxième sujet. Je demande au gouvernement de trouver d'autres souverains ayant combattu pour la défense de l'intégrité territoriale au niveau d'autres communautés. Je pense directement à Kaba, dans le nord,
pour ériger aussi leur statut en ça. En rappelant bien sûr qu'il y a eu la rénovation de leur statut de Biogara. Oui, et ça c'est à Parakou. Oui. Le Kabal c'est beaucoup plus dans le milieu de la Temba. Cette dualité encombrante là. Bon, on va revenir sur ça après. Je demande s'il y a des souverains qui se sont illustrés dans la défense de l'intégrité territoriale du Bénin, qu'on puisse se souvenir à eux, parce que l'histoire, c'est le récit des événements passés. Il est important de léguer des témoins à la nouvelle génération pour qu'ils ne soient pas des apatrides, des gens qui se sentent véritablement béninois. Oui, Julio. Non, je veux dire, en fait, surfant un peu sur ce que Théodule disait, on n'a pas besoin de réunir les enfants pour leur conter l'histoire. Moi, personnellement, sur l'histoire des Amazones, j'en ai entendu à l'école quelques bribes. C'est la dernière fois, d'accord, comment dire, avec l'érection de ce monument, avec tout le débat qu'il y a eu autour. Chacun vient raconter l'histoire telle qu'il l'entend, telle qu'il l'a perçue. Et quand vous lisez tout, ça vous permet vous-même de vous faire une idée de la chose. Moi, ça m'a permis en fait de quand même ancrer ma connaissance de la chose. Ça m'a permis d'aller fouiller encore pour savoir véritablement qui est Biogara, au-delà de ces bribes d'informations que j'avais eues en fait au primaire et un peu au secondaire, juste pour passer en classe supérieure. Et donc, ériger ces monuments, ça va faire forcément revivre, d'accord, l'histoire autrement. Revivre l'histoire pour que ça s'imprègne, pour que la jeune génération s'imprègne davantage. Sur le budget, tout ce que moi je peux demander, c'est l'accompagnement et la contribution des citoyens à travers ce qui est notre obligation fiscale, à ne pas rechigner à le faire, parce que en le faisant, c'est comme en fait vous mettez quelque chose dans le panier collectif qui servira en fait au bien-être de la communauté. Théodule? Oui, c'est de cela qu'il s'agit, la contribution de tous, faire savoir que nous avons le Bénin à construire ensemble et ne pas vivre fort sur la contribution des autres. La contribution doit être collective, puisque les retombées de tout ce qui est réalisé, nous en bénéficions tous. Il n'y a pas d'opposants ni de mouvanciers, encore moins de radicales, etc. Parce qu'il s'agit du développement. Il s'agit du développement de notre pays. Donc nous devons toujours continuer à avoir à l'esprit ce réflexe d'aller payer, de donner notre contribution. Est-ce que ce doit déjà payer son TVA cette année? On va vérifier. Ma TVM cette année, oui. Puisque nous sommes en décembre, oui, je l'ai dit. On se réjouit de cette bonne nouvelle qui vient mettre un terme à notre débat de ce soir. On a parlé de deux sujets, bien évidemment. Le premier sur l'adoption de la loi de finances 2023 et de la réhabilitation des places TOFA 1er de Porto Novo et Toussaint l'ouverture d'Alada. Amis téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Ce sera tout pour ce soir. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenen.com, notre page Facebook Etélé en direct, le compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin. Etélé avec vous pour vous.